Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Kratos et de Joe. Et comme vous vous y attendez dans ce décor, on est parti pour un nouveau thread d'horreur. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va prendre quand même quelques petites secondes pour discuter avec vous. On est super content de voir vos retours, on est super content de voir que ce qu'on fait, ça vous plaît. On a de plus en plus de retours, de plus en plus de personnes qui nous rejoignent. Et voilà, on voulait juste vous dire merci. Et vous dire que vraiment voir tous ces retours, ça nous motive à faire encore mieux à chaque fois. Donc si c'est la première vidéo que vous voyez sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si la vidéo vous a plu. Et aussi à nous rejoindre sur les réseaux sociaux parce que vraiment on met pas mal d'exclus en ce moment, des petits bêtisiers, vraiment c'est super cool. Mais bref, après cette petite séquence émotion, on va se replonger dans l'horreur avec la première histoire. Clap du début de vidéo. Pour la première histoire, c'est Amélie qui nous la raconte. Elle nous dit que cette histoire s'est passée lorsqu'elle avait 15 ans et que c'était il y a un certain temps parce qu'à l'époque il n'y avait pas de smartphone. Amélie, elle nous raconte que c'était une adolescente têtue et précoce et qu'elle n'avait pas forcément peu d'amis, elle en avait même plutôt pas mal, mais qu'elle aimait être solitaire et faire de longues promenades dans la nature. Voilà, elle nous dit qu'elle aimait bien faire de longues promenades sur toute la journée, parfois de plus de 20 km. Avec le recul, Amélie, elle se dit que ses parents étaient quand même assez souples parce qu'il la laissé sortir alors qu'elle était assez petite et que voilà, avec le recul, ça aurait pu être quand même un peu dangereux. Mais bon, de toute façon, comme elle l'a précisé, elle était assez têtue et à l'époque, elle se sentait un petit peu invulnérable. Et comme à l'époque, elle habitait en campagne, ça lui arrivait très souvent que des voitures en fait s'arrêtent pour lui demander si tout va bien, si elle a besoin en fait d'être autostoppée, je sais pas trop comment on dit. Mais elle précisait toujours que tout allait bien et elle répétait toujours cette phrase. Non, ne vous inquiétez pas, tout va bien, je suis juste en promenade. Et donc, après s'être assurée que tout allait bien, les gens la laissaient finir sa promenade tranquillement. Elle nous explique que ça arrivait des centaines de fois, qu'elle avait vraiment pris l'habitude, mais qu'elle continuait quasiment tous les jours à faire ces longues promenades quotidiennes. Mais un jour, alors qu'elle sortait et qu'il faisait assez beau, elle avait marché un petit peu loin dans un sentier qu'elle connaissait pas trop et elle avait atterri en fait dans une zone rurale qu'elle connaissait pas. Bon, Amélie était pas plus paniquée que ça parce qu'elle connaissait vraiment bien le coin et elle se disait que de toute façon elle était pas gravement perdue, c'est-à-dire qu'elle avait juste à faire 2 ou 3 km en avant pour retrouver son chemin. Et donc, comme il faisait beau, elle a juste décidé de continuer dans cette direction pour découvrir un peu d'inconnu. Et ce jour-là, encore une fois, comme elle avait l'habitude, une voiture s'arrête derrière elle et lui demande si elle a besoin d'aide. Comme d'habitude, Amélie va lui sortir la même phrase, elle va refuser poliment, lui dire qu'elle est juste en promenade et elle va le laisser partir. C'est d'ailleurs ce que la voiture va faire, elle va partir tranquillement, mais Amélie, elle a quand même un feeling un peu étrange, comme si la personne n'était pas forcément bien intentionnée, mais bon, voilà, elle est partie, elle n'y repense plus. Mais voilà, Amélie, elle fait pas plus attention que ça, elle commence à continuer sa promenade, mais une dizaine de minutes plus tard, elle entend un autre bruit de moteur derrière elle. Bon, elle pense que c'est encore une autre voiture qui va lui demander si elle a besoin d'aide et qu'elle va encore refuser poliment, mais en se retournant, elle va constater quelque chose de super bizarre. C'était la même voiture qui était passée 10 minutes plus tôt. Et là, Amélie, elle se met à réfléchir un petit peu. Comment ça se fait qu'elle ait vu en fait la voiture partir devant elle et que maintenant elle se retrouve derrière elle? Et donc, elle en déduit que cette personne-là avait intentionnellement fait une grande boucle et qu'elle a dû parcourir des dizaines de kilomètres pour revenir ici et qu'elle avait vraiment dû conduire très vite. Amélie, elle comprend pas, elle n'est pas vraiment rassurée et en plus, pour encore moins la rassurer, la voiture commence à se mettre à son niveau, à baisser la fenêtre et à lui poser des questions un peu personnelles sur plusieurs dizaines de mètres. C'est un homme qui maintenant en fait avec le recul, elle a du mal à décrire, elle se souvient plus trop bien, mais voilà, cet homme-là lui demandait son nom, son âge, où est-ce qu'elle habitait. Et le clou du spectacle, il insistait vraiment pour qu'elle monte dans sa voiture. Mais ce qui était un petit peu bizarre, c'est que la personne en question, elle s'exprimait bien, elle n'était pas forcément méchante, et donc Amélie, elle savait pas vraiment comment réagir. Elle voulait juste refuser poliment, mais elle avait peur de le faire méchamment, donc elle était un petit peu bloquée, elle hésitait un petit peu en lui disant non gentiment. Et après 5 minutes de vrai forçage, il y a une autre voiture qui commence à se profiler derrière la première, et donc cette personne-là a été obligée de partir pour pas que Amélie en fait appelle à l'aide, on imagine. Mais bon voilà, ça marche, la première voiture part et Amélie se retrouve de nouveau tranquille. Elle nous raconte à cette étape de l'histoire qu'en fait elle connaissait très bien son coin, elle connaissait très bien sa ville et que donc elle avait jamais vraiment craint qu'il lui arrive quelque chose et qu'elle avait pas vraiment peur mais qu'elle était plus saoulée que ce genre d'histoire arrive. Mais 10 minutes plus tard, l'histoire se répète. Elle revoit la voiture surgir derrière elle et donc elle en déduit qu'elle a encore fait un tour, mais cette fois-là, la voiture décide de ne pas s'arrêter aux côtés d'Amélie mais de se garer un petit peu plus loin devant elle. Alors là, clairement, Amélie, elle commence à se sentir pas très bien, elle sait pas trop quoi penser, elle sait juste que cet homme-là, il est louche, et là, cette fois, elle en est sûre. Elle sent le stress monter, elle commence à avoir les mains moites, et elle sent son pouce accélérer. Et aujourd'hui, elle nous raconte qu'elle sait pas trop pourquoi elle a fait ça, mais elle a juste décidé de l'ignorer, en fait, de ne pas faire attention, peut-être par déni, mais juste de passer devant lui et de l'ignorer. Du coup, Amélie, elle respire un bon coup, elle se dit qu'elle va marcher, que tout va bien se passer, qu'elle va réussir à le dépasser et qu'elle n'entendra plus jamais parler. En marchant droit sur la route pour essayer de dépasser l'homme et en arrivant
à son hauteur, elle voit que l'homme a quelque chose de bizarre dans sa main. Et même si à ce moment, elle fait de son mieux pour essayer de l'ignorer et de ne pas croiser son regard, ça va malheureusement arriver et elle voit qu'en fait, il tient une arme dans sa main. L'homme a un regard froid, limite calculateur et sadique, et tout en la fixant, il lui sort cette phrase horrible. Cette fois, tu n'as plus le choix. Monte. En entendant cette phrase, Amélie, elle se fiche sur place, elle commence à vraiment trembler, elle a vraiment super peur. Et c'est complètement justifié parce qu'Amélie, elle a vraiment nulle part où aller, elle est vraiment seule dans sa campagne et elle voit vraiment que l'homme, il a l'air motivé parce qu'il a vraiment fait quand même 3 tours pour revenir vers elle. Et en plus, il a une arme, elle sait pas du tout ce qu'elle veut, mais Amélie, elle se sent vraiment en danger. L'homme commence à se rapprocher d'Amélie, mais à ce moment, elle commence à entendre un bruit de moteur derrière elle. Alors qu'elle n'a même pas la force de se retourner pour voir qui c'était, l'individu, lui, se met à courir. Puis tout s'enchaîne très vite. L'individu monte dans sa voiture et part en détalant. Et un homme en moto vient s'arrêter aux côtés d'Amélie pour lui demander si tout allait bien avec un air super inquiet. Et à ce moment-là, et c'est complètement compréhensible, mais Amélie est en état de choc, elle fait plus confiance à personne, elle va simplement lui donner en fait sa réponse banale et habituelle que non, tout va bien et qu'elle n'a pas de problème. Et elle va simplement refuser son aide. Une fois que l'homme à la moto soit parti et craignant en fait que l'homme à la voiture revienne pour une 3e fois, Amélie elle se met à courir en direction de sa maison. Pendant tout le chemin, elle s'arrête pas, elle court à pleine haleine et elle se retourne très fréquemment pour voir en fait s'il y a personne qui la suit. Heureusement, elle arrive finalement chez elle tout essoufflée et elle se dit en fait avec le recul que cet homme à la moto lui a probablement sauvé la vie en fait. Et malheureusement, comme beaucoup d'histoires qu'on a déjà racontées, elle va se refermer sur elle, elle va le dire à personne, pas même à ses parents parce qu'en fait elle a peur que ses parents en fait restreignent sa liberté suite à cette histoire. Et les mois qui suivirent, en fait, elle va continuer à se balader, mais pas du tout dans ce coin-là parce que ça lui faisait trop peur. Elle continue en fait à prendre des endroits qui sont assez fréquentés pour pas croiser ce type-là. Mais encore aujourd'hui, alors que cette histoire s'est passée il y a des années et que Amélie, en fait, elle continue ses promenades quotidiennes, elle reste traumatisée par cet épisode. On est parti pour la 2e histoire. Alors elle est complètement différente par rapport à ses mécanismes, mais bon, vous allez comprendre. Donc cette histoire, elle nous est racontée par David qui a 24 ans. Pour qu'on comprenne mieux son histoire, David va d'abord nous décrire sa situation. David nous dit qu'il a plusieurs maladies chroniques qui le privent un petit peu de son indépendance. Il nous dit par exemple que lorsqu'il sort, il est obligé de se déplacer en fauteuil roulant, mais il n'est pas non plus complètement paralysé de ses jambes. Il nous dit aussi que ça lui arrive par exemple d'utiliser le fauteuil roulant quand il est chez lui, bref, vraiment que ça dépend en fait de sa situation ponctuelle. David nous précise aussi que lorsqu'il est dehors, il est obligé de porter un masque. Et ça s'est même passé avant le Covid, mais lui il était obligé de porter un masque parce qu'il avait beaucoup de risques d'allergie. Lorsque l'histoire s'est passée, David nous raconte qu'il avait un fauteuil roulant classique, avec vous savez une petite manette et qui était possible de pousser lorsqu'on était derrière. Bon, quand l'histoire se passe, David est en train de se promener tranquillement dans la rue, il nous dit qu'il veut faire les boutiques. Donc comme d'habitude, il se promène tranquillement avec son fauteuil roulant et son masque, puis quelque chose l'attire dans une boutique, donc il décide de s'arrêter devant. Mais alors qu'il est arrêté, tout d'un coup il commence à sentir qu'il avance. Tout de suite il va se dire que c'est peut-être un dysfonctionnement de sa poignée, peut-être qu'il l'a activé sans le faire exprès, mais en vérifiant il va se rendre compte que non. Il y a bel et bien quelqu'un qui est en train de le pousser pour le faire avancer. Bon, David il nous explique que ça arrive souvent, que des gens veulent l'aider même si lui il n'en a pas besoin. Donc il se dit tout simplement que quelqu'un a cru qu'il était peut-être coincé, que quelqu'un a voulu le décoincer et que donc il le fait avancer. Du coup David il va tout de suite lui dire quelque chose assez poliment et gentiment. Non, c'est bon, ça va, merci, j'ai pas besoin d'aide, tout va bien. Mais l'homme qui est en train de pousser David l'ignore totalement. Du coup David il commence à s'agacer un petit peu et il va lui dire non, sérieusement, je vais bien, j'ai pas besoin d'aide. Mais cette fois, l'homme ne va pas l'ignorer. Il va lui dire qu'en fait, il rentre à la maison, tout va bien. Et là, David, il commence à sentir qu'il roule de plus en plus vite. Par chance, David arrive à un arrêt de bus où il y a beaucoup de monde. Donc David, il saisit l'occasion, il commence à attraper les bras des gens et à leur dire qu'il a besoin d'aide, qu'il y a quelqu'un qu'il ne connaît pas qui est en train de le pousser. Mais pendant tout ce temps, en fait, l'homme qui est en train de le pousser va faire semblant qu'il connaît David, que c'est certainement son aide-soignant, quelque chose comme ça. Donc il va dire à David d'arrêter de gueuler comme ça pour rien, qu'ils allaient bientôt rentrer à la maison, qu'il allait bientôt avoir ses médicaments. Donc là, David, il vit une situation horrible. Il comprend que l'homme essaie de le faire passer pour quelqu'un qui est sénile, qui n'a plus toute sa tête, et en plus il remarque que les gens ont l'air d'y croire, personne ne l'aide, les gens même essayent de détourner le regard pour ne pas le regarder dans les yeux. Et là David il va tenter le tout pour le tout, il va essayer d'attraper le bras des gens qui sont là. Mais l'homme qui est en train de le pousser va encore accélérer et lui dire qu'il n'a pas à attraper les gens comme ça. Donc bref, malheureusement il passe devant l'arrêt de bus et personne n'a agi, personne n'a compris la situation et personne n'a osé faire quelque chose. Là David il commence à stresser sérieusement, il commence
commence à s'essouffler, il n'arrive plus à parler, en plus il commence à faire de l'asthme. Du coup son asthme ça fait que David n'arrive plus à crier, en fait il est totalement essoufflé, il a besoin de son inhalateur. Et là d'un coup l'homme va changer de direction, il va emprunter une petite rue qui est toute sombre et obscure. Clairement David là il ne le sent vraiment pas, il n'y a rien dans l'attitude de l'homme qui est normal. Il voit qu'il arrive en fait dans un espèce de chantier, il y a des bulldozers, il y a des outils de démolition, quand tout à coup l'homme s'arrête. La personne qui poussait David change de direction et se met en face de David. David, qui est quand même essoufflé, va tout de même réussir à lui demander une dernière fois de le laisser partir. Et c'est là que l'homme va changer complètement de visage. Il va commencer à insulter David de tous les noms. Et l'homme va commencer à s'acharner sur lui pendant un long instant et devenir de plus en plus menaçant. C'en est trop pour David qui n'en peut plus, il sent qu'il n'est pas en sécurité, il a peur pour sa vie. Du coup, il décide de lui mettre un gros coup de pied dans l'entrejambe. David nous explique qu'il a profité de cet effet de surprise. Il pense que l'homme pensait certainement que David était totalement immobilisé des jambes. Juste après avoir reçu le coup de pied, l'homme va commencer à crier de douleur et David va en profiter pour le pousser avec ses mains. Après ça, David il va puiser ses dernières énergies pour crier de toutes ses forces. Il va siffler, il va faire tout ce qu'il peut pour qu'on l'entende. Et heureusement, ça va marcher. Il va voir qu'il y a deux ouvriers qui sont dans l'autre coin de la rue qui vont commencer à se diriger vers lui en courant. Mais là, l'asthme de David commence à s'accélérer. Il suffoque complètement, donc dans ses dernières énergies, il tente d'attraper son sac à dos et de prendre son inhalateur. Malheureusement, alors qu'il voit l'homme se tordre de douleur et les deux ouvriers arriver, tout va devenir sombre pour David qui va commencer à tomber dans les pommes. Et après un long moment de blackout total, David va finalement se réveiller à l'hôpital. Les deux ouvriers qui l'ont donc sauvé sont restés à l'hôpital et vont donc lui raconter ce qui s'est passé. David est en fait complètement tombé dans les pommes et lorsque les ouvriers sont arrivés, l'homme qui avait agressé David finalement s'est échappé en courant. Ils ne vont malheureusement jamais retrouver cette personne et c'est certainement en fait ces deux ouvriers là qui lui ont sauvé la vie. Alors qu'il est dans l'hôpital, la police va arriver, David il va porter plainte et là il va commencer à émettre plein d'hypothèses. Qu'est-ce que cette personne voulait? Est-ce que c'était un trafic d'organes? Est-ce que c'était une agression simple? Bref, David n'aura malheureusement jamais de réponse à cette question. Tout ce qu'il va faire, c'est enlever les poignées qu'il y a sur son fauteuil roulant pour que plus personne ne puisse le pousser sans sa volonté. Mais bon, David ne va jamais oublier cette sensation qui était horrible lorsqu'il demandait de l'aide devant les gens et que personne n'a fait quelque chose. Bon bah voilà, c'est tout pour ce soir. Comme d'habitude, on a tenté de trouver des histoires intéressantes et qui ont des mécanismes qui varient un petit peu. Encore une fois, on vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. On espère que la vidéo spéciale abonné vous a plu. Et on va vous utiliser quelques petits projets qui arriveront très prochainement sur la chaîne. On va pas vous en dire plus, mais tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a du gros qui arrive. On ne sait pas exactement quand encore, mais ça arrive très bientôt. Alors n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et plus particulièrement Instagram où on vous en teasera un petit peu plus. Petit indice, ça va être nouveau, mais on ne va pas non plus s'éloigner de l'univers des threads d'horreur. Et ne vous inquiétez pas, on va pas non plus arrêter ce format, on va continuer. Bon bah nous, on vous fait des bisous, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Ciao. Cette histoire, elle nous est racontée par Kevin qui a 24 ans. Ah putain, le... Kevin. C'était enfin marrant. Ah non, il faut pas qu'on commence. Non, on va pas finir le journal. Non.